Dans ce contexte de mondialisation, le dialogue public-privé est absolument essentiel aussi, puisque chacun des partenaires, qu'il soit victime ou prestataire, dispose d'un morceau d'information. Et la grande force de rapprocher et de lancer cette démarche et d'innover dans ce sens-là de manière pragmatique dans le dialogue public-privé, c'est précisément de rapprocher ces éléments, de les confronter, de les transformer en un dialogue efficace pour que cette lutte serve tout aussi bien aux autorités judiciaires, mais également à la cybersécurité. Donc c'est vraiment un contexte d'ensemble qui habille finalement la problématique du public-privé. Quant aux éléments de contexte juridique, évidemment, on sait tous la difficulté qu'il y a de confronter la liberté qui existe sur Internet et la nécessaire sécurité. Internet ne doit pas être un lieu de non-droit. C'est extrêmement compliqué de trouver la limite du non-droit et c'est extrêmement compliqué de trouver la limite du droit. En revanche, il apparaît bien que Internet est devenu un vecteur et un support pratiquement désormais globalisé pour les criminels et qu'il est nécessaire que l'on évolue dans l'approche des moyens d'investigation donnés aux services judiciaires, aux services d'enquête nationaux et internationaux, pour pouvoir aborder efficacement les infractions qui s'y commettent. Nous avons, de ce point de vue-là, je pense, une législation plutôt efficace en France, qui ne cesse de se moderniser, mais je pense que ce mouvement doit être beaucoup plus, je dirais, dynamique, parce que la matière cybercriminelle, elle, est très véloce et très rapide. La coordination, alors d'abord, est un phénomène assez ancien parce que la cybercriminalité a modernisé des relations préexistantes. Le secteur privé a toujours détenu, peu ou prou, des informations qui étaient essentielles à nos investigations, que ce soit bancaire, que ce soit carte bleue, pour ne serait-ce que reprendre les exemples de Mme Kevener. Donc tout ceci, finalement, est organisé de manière extrêmement précise par le Code de procédure pénale et le Code pénal. Donc on y a effectivement des références. La problématique sur la cybercriminalité est d'élargir ce champ de dialogue et ce champ de rapprochement entre deux mondes qui, dans le monde anglo-saxon, ont l'habitude de dialoguer, ce qui n'est pas le cas dans nos contrées, est peut-être plus problématique. L'encadrement juridique existe également, puisqu'il y a des marchés publics qui permettent d'étayer des relations pérennes entre une entreprise et l'État, ou une collectivité, peu importe, mais aller encore plus loin pose le vrai problème de l'adaptation, de la flexibilité et de la célérité de cette relation, parce qu'elle est extrêmement mouvante, elle est multiple, et elle est surtout complètement adossée à des entreprises dont le caractère est aussi international que la cybercriminalité elle-même. Donc on a un vrai champ d'investigation qui est celui, je pense, qui déterminera vraisemblablement la stratégie nationale qui sera menée dans le champ que nous évoquons aujourd'hui. Je ne parle pas évidemment de cette partie ANSSI qui repose malgré tout sur un socle très identifié, très fermé, mais qui par capillarité va déterminer aussi un petit peu la stratégie à adopter pour toutes les entreprises qui de loin ou de près sont en lien d'ailleurs avec cette cybersécurité défense. La première mesure concrète, c'est à partir des relations partenariales que nous avons. Je citerai pour exemple la plateforme d'harmonisation des signalements sur Internet qui est hébergée donc dans mon service. Cette plateforme propose aux internautes qui souhaitent signaler à l'autorité publique des contenus illégaux d'accéder à cette plateforme et donc de motiver soit une enquête, soit un travail collaboratif vis-à-vis des prestataires de l'Internet. Cette plateforme nous a permis de modéliser plus de 110 protocoles avec les entreprises. Je pense que c'est une modélisation qui a du sens parce qu'elle sensibilise le public, mais elle sensibilise également les entreprises à une démarche d'accompagnement de la sécurité sur Internet. Poursuivre de manière homogène et cohérente ce genre d'action a du sens pour l'autorité publique. Ce qui est problématique, et en tout cas c'est ce que je perçois dans toutes les enceintes internationales dans lesquelles j'ai eu l'occasion de me déplacer, c'est la disparité du paysage dans un État. Disparité du paysage, la difficulté d'identifier un acteur unique qui serait, ou au moins un point d'entrée unique, qui
ensuite permettrait de déployer le dispositif. Donc une des premières mesures à prendre, je pense, c'est de rendre de la cohérence au dispositif étatique, limiter les initiatives qui sont certes peut-être intéressantes les unes les autres, on le voit dans un certain nombre d'États ou même en France, mais qui finalement ne font que flouter le paysage et ne portent pas la réponse qu'attendent à la fois les entreprises pour construire un vrai dialogue constructif et puis le public. Donc c'est une des mesures les plus concrètes que je souhaitais mentionner puisqu'elle prolonge un peu la visibilité qu'on en a à partir d'une plateforme qui recense des signalements en quantité assez gigantesque. La coopération internationale s'appuie de la même sorte que s'appuyait la lutte contre la criminalité organisée sur des outils qui sont pour les uns régionaux avec Europol et les autres internationaux qui sont plus connus sous le nom d'Interpol. Ce sont des entités qui organisent finalement la coopération entre les États membres et qui favorisent petit à petit, par capillarité, l'adoption de textes et de moyens d'investigation dans les États qui en ont besoin et qui permet petit à petit d'harmoniser, alors je parle spécifiquement de la lutte contre la cybercriminalité, qui ont vocation à harmoniser petit à petit les modes d'intervention sur le monde numérique, avec une normalisation qui rejoint un peu les démarches européennes déjà très avancées dans ce point-là, et sur lesquels, et ça rebondit un petit peu sur la problématique de formation, les magistrats pourront s'appuyer pour se garantir, sans être eux-mêmes spécialistes, de la qualité des preuves acquises et de leur exploitation. La coopération internationale, c'est une problématique aussi d'acceptation par une autorité étrangère d'investigation. Et là, on a véritablement quelques difficultés, puisque la notion même de cybercriminalité n'est pas encore totalement diffusée dans les États membres d'Interpol. J'en prends pour exemple la Convention de Budapest de 2001. Il n'y a pas tant de signataires que ça qui est abouti à une normalisation de l'approche de la lutte contre la cybercriminalité. Mais c'est une matière qui progresse. Nous en sommes un petit peu au début. Madame Kemener citait tout à l'heure la loi Godefrein qui est quasiment intemporelle. Je pense que la Convention, quand bien même serait-elle remaniée, a cette fonction d'intemporalité. Mais on peut s'appuyer aussi sur des conventions qui préexistent et qui sont plus matérielles. La Convention de Palerme de la lutte contre la criminalité organisée. Ce sont autant d'outils juridiques sur lesquels nous appuyons, qui nous permettent d'avancer. Mais ne nous illusionnons pas, il y a aussi bien des paradis fiscaux que des paradis du web. Donc là, la coopération aura tout de suite ses limites. Le principe de souveraineté et de subsidiarité n'est pas un obstacle à la coopération. Ce qui est un obstacle bien souvent à la coopération dans les États membres, c'est la capacité qu'ils ont ou non, pour des raisons historiques, culturelles ou autres, à conserver ou pas des informations qui sont essentielles à la poursuite d'investigations de pays en pays. Une infraction se commet à un endroit et peut rebondir sur de multiples États. C'est cette difficulté qui nous est la plus difficile à vaincre, puisqu'il n'y a pas d'homogénéité dans la préservation des informations qui sont essentielles à la constatation et à la résolution des infractions. Donc nous travaillons avec un certain nombre d'enceintes européennes, et elles sont nombreuses, pour avancer dans la capacité d'ouvrir la coopération à des possibilités comme on connaît maintenant avec le mandat d'arrêt européen. Élargir cette capacité de vélocité de la coopération pour éviter ces délais très longs qui sont assortis avec l'exécution des commissions rogatoires internationales. Donc anticiper les mouvements, travailler en amont pour pouvoir développer des nouveaux outils de coopération à l'identique de ce que l'on connaît dans l'espace Schengen a du sens pour l'avenir. Mais c'est une construction lente et complexe, vous l'imaginez.